Nous sommes au cœur d'Aix-en-Provence, dans cette petite boutique discrète située dans la rue Boulégon, boutique installée là depuis maintenant 17 ans. La boutique n'est pas très grande, une vingtaine de mètres carrés tout au plus, mais regorge d'antiquités africaines et d'objets ethniques. On y trouve tout ce que les différents peuples d'Afrique noire ont réalisé, qu'il s'agisse de bogolans, de batiks, de bijoux, mais surtout de pièces authentiques, statuettes, objets usuels et masques anciens africains. Toutes ces pièces sont issues de l'Afrique noire et principalement du Mali, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Ghana, du Sénégal et de tous les pays de cette région du continent. Pour animer cette boutique quelque peu atypique, rencontrons dès maintenant deux passionnés de l'art premier africain, Serge Morin et son épouse Maï. La passion de l'art africain, c'est venu, je dirais, par petits paliers. C'est pas venu d'un seul coup comme ça. Je sais pas, me réveiller un matin en me disant tiens, c'est à force de voir des objets, de rencontrer des gens, de les voir in situ, et petit à petit de voir ces formes, tout le travail qu'il y a autour, les différents matériaux, que je me suis, comme tout le monde d'ailleurs, hein, j'ai commencé par le masque tout simplement parce que c'est vraiment la porte d'entrée habituelle de l'art premier. Et ensuite, ça s'est développé, c'est parti vers plutôt le statuaire. Mais il y a tellement de formes, de travail, de matériaux, d'inventivité dans l'art premier que petit à petit, ben, je me suis passionné. J'ai commencé par acquérir quelques pièces, puisqu'au départ, on faisait surtout... j'ai commencé comme ça par le tissu, le tissu d'ameublement, le tissu à faire une ligne de vêtements avec du tissu africain. Et je mettais les statuettes et les objets en décoration. Et petit à petit, ben, comme moi j'aimais ça déjà quand j'étais assez jeune, ben, petit à petit, au lieu de faire de la décoration, ben, les gens s'en sont intéressés et de fil en aiguille, c'est venu comme ça. Et donc moi j'ai complété ça par mes voyages régulièrement. J'ai discuté beaucoup avec les gens sur place. Je suis allé voir directement ben, les objets dans leur jus, quoi, étudier ça directement in situ. Et c'est ça qui m'a beaucoup intéressé, c'est le rapport à l'objet et à tout ce qu'il y a autour, tout ce qui peut générer l'objet dans les traditions, la culture, le fétichisme qu'il y a même autour de certaines pièces, et puis le culte, le respect des gens dessus, quoi. Alors tous les objets que vous voyez là, principalement, il y a beaucoup d'Afrique de l'Ouest. Et je dirais même en priorité le Mali, beaucoup, et la Côte d'Ivoire en deuxième. Mais enfin, tous les pays d'Afrique de l'Ouest, globalement. Il y a beaucoup de statuaires, et qui est vraiment ma prédilection, mais aussi du masque. Et pas mal d'objets, ce qu'on appelle les objets usuels de la vie courante. Alors, pour me procurer ces objets, comment je fais? Ben, c'est simple, hein, je voyage beaucoup, je fais plusieurs voyages annuels. Et ensuite,
il y a, il y a sur place, j'ai des personnes qui travaillent pour moi, c'est des récolteurs avec qui j'ai pas mal de relations. Depuis 20 ans que je fais ça, c'est habituel maintenant. Et donc, chaque fois qu'il y a des objets qui sortent, qui sont intéressants, ils me contactent. Je vais les équiper d'appareils photo numériques, donc ça leur facilite la tâche. Ils m'envoient des photos, je sélectionne. Et parce qu'il faut être toujours très réactif avec les objets. Il faut, quand il y a un objet intéressant qui sort, il y a pas mal de gens qui sont intéressés. Il y a des équipes, beaucoup d'antiquaires ont des récolteurs sur place, donc c'est au premier qui réagit. Parce que les objets sont parfois cachés pendant pas mal de temps, où ils ne sont pas sur le marché et ils sortent d'un coup, donc et ils peuvent disparaître aussi vite. Et donc le fait que je sois sur place, ça permet de nouer des contacts, des relations, et en fonction de ça, ben ça permet sur le long terme de pouvoir avoir des objets que des fois je vois 3 ans auparavant, mais qui ne sont pas sur le marché, ils ne sont pas à la vente. Et en nouant des relations avec ces personnes-là, en les aidant, en leur donnant des coups de main sur des petits trucs, de temps en temps, ils ont un coup dur, il faut leur envoyer un petit peu d'argent pour payer une ordonnance, des trucs comme ça, voilà. Et ils demandent pour la famille, quand on vient, d'amener tel ou tel truc. La relation globale fait qu'après, ça permet d'avoir des objets. Oui, alors j'ai derrière moi des portes de grenier justement qui viennent donc du pays d'Ogon. C'est des objets d'usage traditionnel puisque ça décore pas en fait pour eux, c'est vraiment un objet usuel. C'est des portes qui ferment les greniers à mille où ils conservent leur culture, leur récolte. Et donc elles sont toujours très très travaillées, très décorées puisque c'est pour toujours souhaiter que le grenier soit plein et qu'ils aient jamais de manque parce qu'ils ont des périodes difficiles, des fois qu'on appelle les soudures. Et donc c'est toujours avec des personnages qui représentent les ancêtres, les animaux symboliques, les totémiques. Il y a différentes structures et à chaque fois elles ont des lectures possibles, les portes. Donc ici, je dirais, c'est plus utilisé en décoration, puisqu'évidemment on ne met pas ça en porte de l'intérieur ou même sur des volets, ça forme plutôt de volets, puisque les greniers, il faut savoir qu'ils sont assez petits, ils dépassent rarement 1 m². Ici, on les met plutôt en tableau, parce que c'est des belles sculptures, c'est en taille douce, c'est vraiment des beaux objets, et en tableau, ça a beaucoup de classe, et c'est ça qui plaît ici. En France, c'est utilisé plutôt comme ça. Je suis interrogé régulièrement je dirais de plus en plus, pour expertiser des objets, enfin expertiser c'est un grand mot, pour leur donner une valeur, une échelle. Et effectivement, il y a de tout, hein. Il y a des personnes qui ont des pièces de famille depuis longtemps, qui sont assez intéressantes, qui ont une valeur, je dirais, sur le plan artistique, des pièces d'usage. Et puis, il y a le grand volume de pièces qui sont des reproductions, même si parfois elles sont anciennes, mais qui sont des objets de décoration qui ont toujours été faits dans cet esprit-là à l'origine et que les gens souhaitaient au départ. Il y a une période même où c'était assez étonnant. On proposait, les gens qui étaient par exemple en Côte d'Ivoire dans les années 60 avaient accès aux objets originaux d'usage que les villageois ne se débarrassaient parce que pour eux, une fois qu'ils avaient plus la valeur, je dirais, d'usage traditionnel, c'était que des morceaux de bois. Et donc les personnes qui étaient là, il y avait pas mal d'expatriés à cette époque, eh ben, quand il y avait des objets dont la forme leur plaisait, ils préféraient faire une copie, ce qu'on appelle les copies collants aujourd'hui, plutôt que d'avoir l'original qui leur faisait un peu peur. Et donc il y a comme ça il y a quelques malins qui étaient bien passés à l'époque, qui ont récupéré des très très beaux objets. Mais globalement, ici, les gens viennent et pensent qu'ils ont toujours des objets de grande valeur. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, et c'est même assez rarement le cas. C'est plutôt des valeurs sentimentales. Il y a une tendance africaine de plus en plus, parce que les Français, ils aiment l'art africain, ils aiment la déco africaine, donc ça donne un côté très chaud et très exotique. Et donc il y a les meubles exotiques, il y a tout ça. Donc les Français, ils adorent de plus en plus. Les articles les plus demandés par les Françaises, alors c'est des teintures, donc des bogolans. Donc bogolan, ça veut dire peint à la terre.
Et donc c'est tout des bandes cousues à la main. Donc après il y a des indigos, après il y a des watts, et après il y a des bijoux touareg, des bijoux ethniques, des ambres et tout ça. La katemba hamete kono ka. Balan kon kana yi. Rwanda ta biga ya ka. Alors donc ce tissu est à l'origine de Farafi, puisque c'est du, vous voyez, c'est les motifs noir et blanc bogolan traditionnel. La trame, c'est une trame épaisse telle que le bogolan traditionnel, mais la différence, c'est que c'est fait industriellement, c'est un grand mot, c'était fait à l'origine à Bouaké, en Côte d'Ivoire, sur des grands métiers à tisser, et vraiment en gardant la trame qui donne cet effet un peu lin au tissu, qu'on retrouve sur le bogolan traditionnel qui est ici, mais sans les coutures, sans les bandes. Ce qui fait que c'est des grandes largeurs, et ça a permis de faire donc des ensembles comme ça, par exemple, de travailler dans le streetwear, de faire des motifs vraiment... On a beaucoup fait ça aux États-Unis, à New York, on a habillé pas mal de groupes de musique, parce que ça a fait à la fois un côté roots traditionnel, et à la fois un côté urbain avec les formes. Là, par exemple, c'est un parka, un truc tout simple, mais on a fait des pantalons aussi, et en jouant sur les couleurs. Là, c'est noir et blanc, c'est le traditionnel, mais il y avait des bleus, des marrons, toutes sortes de motifs différents, toujours inspirés du traditionnel. Effectivement, les coquillages, on en voit un peu de partout, dans les tissus, dans les teintures, surtout dans les bijoux. Parce qu'avant, c'était les monnaies d'échange, les cauris. Donc, en même temps, c'est un signe de richesse des bonnets. Donc, il y a des gens, souvent même, ils viennent, ils demandent ah, ben, je souhaiterais avoir un petit porte-bonnet. Moi, je les conseille directement un coquillage. Je vais vous faire... Je vais vous faire un petit avec 4 coquillages dans les porte-monnaies. Et bien, les sous, ils rentrent. Les instruments traditionnels africains, il y en a beaucoup qui sont à base de beaucoup de percussions ou de guitare. Il y en a que j'apprécie particulièrement, c'est par exemple le ngoni, qui est un peu comme cet instrument-là, qui est une harpe en fait, mais ça ressemble beaucoup à ça,
avec un instrument à cordes. Il y a évidemment le roi des instruments africains qui est la kora, qui est vraiment un instrument avec un son vraiment superbe et qui est servi par des musiciens qui sont très très bons, considérés en Afrique comme des maîtres. Je parlerai donc évidemment de Toumani Diabaté, qui est le maître incontesté, mais des artistes aussi nouveaux comme Kantala au Burkina Faso. Il y a aussi Ali Farka Touré, évidemment, qui est le maître, qui n'était pas très chez lui, il n'avait pas la notoriété qu'il a pu développer en Europe, mais Ali Farka Touré, c'est pour tous les gens qui adorent l'Afrique, c'est vraiment le musicien africain. Sinon, après, il y a des musiciens comme évidemment Salif Keita et l'ensemble des chanteuses maliennes qu'on trouve beaucoup, toutes les griottes qui donc donnaient les lettres de noblesse à la musique mandingue du Mali. C'est avec cet instrument, la kora, que nous nous quittons en espérant vous avoir fait découvrir l'art africain à partir de cette petite échoppe au cœur d'Aix-en-Provence. Si vous passez dans la région, arrêtez-vous donc chez Farafi, Maï et Serge vous y attendent. Jarabi neti kasibi, jarabi la banyena, jarabi neti nyaji, jarabi la banyena, jarabi neti kasibi, jarabi la banyena, jarabi neti nyaji, jarabi la banyena. Ikuma chogo beni mane ko jarabi le, abibu ikumada beni mane ko jarabi le, abibu yele ma chogo beni ma, abibu. Abibou, je t'aime beaucoup.